Avez-vous déjà ressenti cette peur froide et poisseuse, en réalisant que tout autour n'est qu'un décor? Pas au cinéma, mais dans la réalité. Regardez autour de vous, là, tout de suite. Observez les bâtiments que l'on qualifie de patrimoine historique. On nous a menti toute notre vie sur qui nous sommes et d'où nous venons. L'histoire officielle craque de toutes parts, et ce craquement est perceptible par quiconque a déjà visité un ancien palais ou un musée. Vous avez été trompé, cruellement et cyniquement. Et le plus drôle, c'est que la preuve de cette grandiose falsification est sous les yeux de tous. Elle est si évidente que notre cerveau refuse simplement de la percevoir, se protégeant de la dissonance cognitive. Il s'agit des lits, de ces couchettes minuscules, presque enfantines, des grands rois et empereurs, qui, selon la légende, régnaient sur la moitié du monde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans des salles au plafond de 5, voire 6 mètres de haut, où les embrasures de portes s'élèvent à 4 mètres, on trouve des lits d'une longueur de seulement 150 ou 160 cm. Ce n'est pas qu'une absurdité, c'est une preuve. Les historiens, ces gardiens de la matrice officielle, nous abreuvent de fables selon lesquelles les gens étaient plus petits autrefois. On nous dit que la taille moyenne d'un homme au XVIIe ou XVIIIe siècle atteignait à peine 160 cm. Mais permettez, s'ils étaient si petits, pourquoi leur faudrait-il des portes où un cavalier peut entrer à cheval sans baisser la tête? Pourquoi des marches d'escalier d'une telle hauteur qu'il n'est confortable de les gravir que pour une personne ayant des jambes d'1 mètre ou plus? C'est là que le plus intéressant commence. On essaie de nous convaincre d'une théorie absurde, selon laquelle les rois dormaient assis. Prétendument pour éviter que le sang ne monte à la tête, ou pour ne pas confondre le dormeur avec un mort, ou encore pour une meilleure digestion. Croyez-vous sérieusement à de telles inepties? Imaginez Louis XIV ou Pierre le Grand, des hommes qui passaient des journées entières à cheval, en campagne militaire, et géraient des empires gigantesques. Et voici que ce puissant souverain rentre dans sa chambre et souffre toute la nuit, recroquevillé sur une banquette semi-assise, comme en classe économique d'une compagnie aérienne à bas prix. Cela contredit la physiologie. Tout organisme vivant a besoin d'un repos horizontal complet pour la récupération de la colonne vertébrale. La version du sommeil assis est une pitoyable tentative des historiens d'expliquer une incohérence qu'ils ne peuvent dissimuler. Faisons preuve de logique et mettons de côté les manuels scolaires. L'architecture est une musique figée, mais c'est aussi une ergonomie figée. Tout bâtiment est construit pour un utilisateur spécifique. Si vous construisez une niche pour chien, vous faites une ouverture à la taille du chien. Si vous construisez une maison pour une personne mesurant 1,80 m, vous faites une embrasure de porte de 2 mètres et non de 4. Les portes gigantesques de l'Ermitage, de Versailles, des palais de Potsdam ou de Vienne, ce n'est pas seulement du pathos et de la grandeur. C'est une nécessité fonctionnelle pour ceux qui les ont construits. Ces portes ont des poignées situées à une telle hauteur qu'une personne moderne, même grande, doit s'étirer pour les ouvrir. Et maintenant, imaginez le roi lilliputien de la version officielle de l'histoire qui essaie d'atteindre cette poignée. Il lui faut un escabeau. La conclusion qui s'impose est terrible, mais inévitable. Ceux qui vivaient dans ces palais au XVIIIe et XIXe siècle ne les ont pas construits. Ils les ont simplement trouvés. Ils sont arrivés sur les ruines d'une civilisation plus ancienne, plus développée et surtout physiquement plus grande. Nos ancêtres, ou ceux que l'on nous présente comme nos ancêtres, étaient en quelque sorte des squatteurs. Ils se sont installés dans les salles gigantesques et vides, y ont fait des rénovations à l'européenne, ont apporté leurs petits meubles, leurs courtes couchettes et ont commencé à jouer à la grandeur. Cela explique tout. Et le froid dans ces immenses sacs de pierre, qu'il est impossible de chauffer avec des cheminées ordinaires. Et l'absence de toilettes et d'égouts normaux à Versailles, bien que les systèmes d'ingénierie du passé, comme les aqueducs romains, fussent parfaits.
Les nouveaux propriétaires ne savaient tout simplement pas comment utiliser les technologies des géants et ont transformé les palais en décharges malodorantes avec des moulures dorées. Regardez les tableaux des peintres ruinistes comme Piranèse ou Hubert Robert. On nous dit que ce sont des fantaisies. Mais pourquoi, sur ces fantaisies, de petites personnes s'agitent-elles parmi des ruines cyclopéennes, utilisant des colonnes gigantesques comme support pour leurs cabanes? Ce n'est pas une fantaisie. C'est une chronique documentaire de la manière dont les survivants d'une catastrophe mondiale ont maîtrisé l'héritage des titans. Et ces fameux lits courts, ce sont simplement les meubles des nouveaux occupants. Des gens petits, faibles, ayant perdu leur connaissance, mais très vaniteux, qui se sont appropriés des murs étrangers. Mais si les palais n'ont pas été construits pour nous, alors pour qui? Qui étaient ces êtres mesurant près de 3 ou 4 mètres? Et où ont-ils disparu si soudainement qu'ils ont laissé leur maison en parfait état? La science officielle se tait, car la réponse à cette question détruirait le fondement du pouvoir moderne. Car si nous apprenons que nous ne sommes qu'une civilisation secondaire, vivant sur les débris des dieux, tout notre système politique et religieux s'effondrera. Mais il y a des faits qu'il est impossible de cacher. Et il ne s'agit pas seulement des portes. Il s'agit des technologies de traitement de la pierre que nous ne pouvons pas reproduire, même aujourd'hui, avec nos lasers et nos fraises diamantées. Mettons les émotions de côté et prenons une calculatrice. Les mathématiques sont la seule science qu'il est impossible de corrompre ou de réécrire pour complaire à une dynastie régnante. Si nous examinons les données officielles concernant la construction de ces mêmes palais avec des portes de 4 mètres, les chiffres ne concordent tout simplement pas. On nous dit que Saint-Pétersbourg, cette ville de géants, a été construite de toutes pièces sur un marais au début du XVIIIe siècle. Imaginez la scène. Des milliers de paysans laptis, armés de pelles en bois et de ciseaux en cuivre, créant la géométrie parfaite de la cathédrale Saint-Isaac. Avez-vous déjà essayé de travailler le granit au ciseau? Le granit est l'une des roches les plus dures. Pour en détacher un morceau, il faut des outils en acier trempé qui s'émoussent toutes les demi-heures de travail. Et on nous affirme que des moujiks illettrés, se nourrissant de pain et d'eau, sculptaient des colonnes pesant des centaines de tonnes avec une forme cylindrique parfaite, les polissant jusqu'à obtenir un éclat miroir. Prenons la colonne d'Alexandre. Son poids est de plus de 600 tonnes, 600 000 kg de granit monolithique. L'histoire officielle raconte que ce monument a été taillé dans la roche à la main, traîné sur le sol, puis levé et installé sur son piédestal en moins de 2 heures à l'aide d'un système de cordes et de poulies en bois. Les ingénieurs et les physiciens qui ont vérifié ces calculs s'arrachent les cheveux. Pour soulever un tel poids en utilisant les technologies du XIXe siècle, il aurait fallu une telle quantité de cordage qu'ils n'auraient tout simplement pas pu tenir sur la place du palais. De plus, la force de frottement dans les poulies en bois sous une telle charge les aurait instantanément transformés en charbons ardents. Les cordages auraient cédé et les structures se seraient réduites en miettes. Mais la colonne est là, et elle est parfaitement droite, sans aucune fixation, ne tenant que par son propre poids et l'ajustement parfait des surfaces. C'est un niveau de précision accessible aujourd'hui uniquement aux machines à commande numérique, mais en aucun cas à une foule de serfs. Ceci nous mène à une conclusion choquante. Les palais et les cathédrales n'ont pas été construits avec les méthodes décrites dans les manuels scolaires. Nous voyons des traces d'usinage mécanique. Sur les quais de granit, sur les soubassements des bâtiments, sur les colonnes, sont visibles des traces de scies circulaires, de fraises et de forêts de très grand diamètre. Regardez attentivement les marches de l'Ermitage ou des Atlantes. Il n'y a aucune trace de taille manuelle. On y trouve des arêtes parfaitement droites, qui ne peuvent être obtenues que par une découpe mécanique à grande vitesse. Qui, au XVIIIe siècle, maîtrisait des technologies de traitement industriel de la pierre surpassant les nôtres aujourd'hui? Des paysans? Bien sûr que non.
Ces constructions ont été érigées par une civilisation dotée d'une énergie puissante et d'une industrie lourde. La civilisation de ces mêmes géants, pour la taille desquels les passages de 4 mètres ont été conçus. Et maintenant, penchons-nous sur la démographie. C'est une autre bombe posée sous les fondations de l'histoire officielle. On nous parle de constructions grandioses à travers l'Europe et la Russie au XVIIe et XIXe siècle. Des centaines de villes fortifiées en étoiles sont bâties. Des milliers de temples et de palais en pierre blanche sont érigés. Mais si l'on consulte les statistiques de population de l'époque, nous constatons le vide. L'Europe et la Russie sont constamment en guerre. Les épidémies de peste et de choléra font rage. La famine décime des villages entiers. D'où sont venus des millions de tailleurs de pierre, d'architectes, d'ingénieurs et de logisticiens qualifiés? Qui les nourrissait? Qui produisait pour eux des millions de tonnes d'acier et d'outils? L'économie de l'époque était agraire. Elle ne pouvait physiquement pas supporter de tels projets. C'est comme affirmer aujourd'hui qu'une tribu de la jungle amazonienne a construit un cosmodrome et lancé une fusée vers Mars en n'utilisant que des bâtons et des lianes. On nous contraint à croire au miracle, car la vérité est trop effrayante. La vérité est que toutes ces villes existaient déjà. Elles étaient vides et abandonnées. De nouvelles personnes, des survivants d'un cataclysme mondial, sont arrivés sur place. Ils n'ont pas construit la cathédrale Saint-Isaac, ils l'ont restaurée. Ils ont déterré les premiers étages des bâtiments, recouverts de boue et de terre, que nous appelons aujourd'hui des sous-sols. Avez-vous remarqué que dans la plupart des bâtiments anciens des centres-villes, les fenêtres des premiers étages s'enfoncent sous terre? On nous dit « couche culturelle ». Soi-disant, les gens n'auraient pas nettoyé la saleté dans les rues pendant des siècles et elle aurait accumulé 3 mètres. Vous êtes sérieux? Dans des villes où, selon la légende, régnait la plus haute culture, les gens auraient souillé le pied de leurs fenêtres pendant des siècles, jusqu'à ce que le rez-de-chaussée se transforme en sous-sol. C'est absurde. Ce sont les traces d'un déluge, les traces d'une coulée de boue qui a recouvert les villes, anéantissant cette même civilisation hautement développée de géants. Et c'est précisément pourquoi les lits sont courts. Les nouveaux maîtres de la vie, ayant colonisé ces ruines majestueuses, étaient de taille normale, comme vous et moi. Ils se sentaient mal à l'aise dans les immenses salles. Ils ont érigé des cloisons, abaissé les plafonds, inséré de petites portes dans des arches gigantesques. Ils ont apporté leurs propres meubles, faits de planches, car les technologies de création d'objets éternels avaient été perdues. Les lits courts dans les palais sont un symbole de dégradation. C'est un marqueur du fait que nous vivons dans un monde post-apocalyptique, sans même nous en rendre compte. Nous marchons sur les ruines d'une grande époque, les considérant comme nos propres réalisations. Mais en réalité, nous ne sommes que des locataires qui ne savent même pas qui a construit cette maison. Mais s'il y a eu une civilisation de géants, dotée de technologies supérieures aux nôtres, et si une catastrophe les a anéantis, pourquoi garde-t-on le silence à ce sujet? Pourquoi les historiens défendent-ils avec tant d'acharnement la version des paysans en Lapti et de la couche culturelle? La réponse réside dans la nature même de la catastrophe et dans l'identité de ceux qui sont arrivés au pouvoir après elle. L'histoire n'est pas une science du passé. C'est une arme dirigée contre votre conscience dans le présent. Celui qui contrôle le passé contrôle l'avenir. Et pour maintenir le pouvoir sur de vastes territoires et les richesses qu'il s'était appropriées, les nouveaux maîtres du monde ont dû commettre le plus grand des crimes, effacer la mémoire de toute l'humanité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la chronologie officielle est si confuse et contradictoire? Pourquoi les âges sombres se sont-ils étendus sur des siècles sans aucun progrès, puis soudain, une explosion? La Renaissance, la révolution industrielle, les gratte-ciels. La réponse est simple. Il n'y a pas eu d'âge sombre. Il y a eu une pause artificiellement insérée. Un temps fantôme, destiné à allonger l'histoire et à cacher le fait que l'Antiquité était très récente. Observez attentivement les gravures, les monnaies et les documents anciens des XVIIe ou même XVIIIe siècles.
Faites attention à l'écriture des dates. Très souvent, la lettre latine I ou J précède les chiffres. Par exemple, l'année est indiquée comme I700 ou J700. On nous dit que c'est simplement un chiffre 1, écrit en calligraphie. Mais des chercheurs alternatifs soulignent l'évidence. C'est l'abréviation de Jésus ou Jésus. C'est-à-dire que les événements ne se sont pas déroulés en l'an 1700, mais en l'an 700 après la naissance du Christ. D'un habile coup de plume, la lettre a été transformée en chiffre 1. Et l'histoire de l'humanité a instantanément vieilli de 1000 ans. Pourquoi cela est-il nécessaire? Pour reléguer les véritables bâtisseurs de pyramides, d'aqueducs et de forteresses étoilées à la plus haute antiquité. Pour nous dire, ce ne sont pas vos grands-pères qui ont construit cela, ce sont les Grecs et les Romains antiques mythiques qui l'ont fait il y a des milliers d'années. C'est ainsi que le lien entre les générations est rompu. C'est ainsi que nous oublions qui nous sommes. Mais la preuve la plus importante de la falsification, ce sont les cartes. Les cartes ne mentent pas, si l'on sait où regarder. Ouvrez la première édition de l'Encyclopédie britannique de 1771. C'est un document officiel, le summum des connaissances de l'époque. Trouvez-y la carte de l'Eurasie. Vous y verrez un immense pays qui occupe la majeure partie du continent, de l'Oural à l'Alaska, de l'océan Arctique à l'Inde. Il est appelé Grande Tartarie. Ce n'est pas une petite région, c'est le plus grand État du monde, à côté duquel l'Empire russe apparaît comme un voisin modeste. Où est ce pays dans les manuels d'histoire? Il n'existe pas. Il a été effacé. On nous parle de khanats fragmentés, de tribus nomades sauvages. Mais sur les cartes, nous voyons des centaines de villes, Grustina, Kambalu, Serponov. Où sont ces mégalopoles? L'histoire officielle qualifie la guerre avec Emelian Pougatchev de révolte paysanne. Mais une révolte paysanne nécessite-t-elle une armée régulière, de l'artillerie et un redécoupage des frontières après la victoire? Non. Ce fut une guerre mondiale. Une guerre entre l'Empire Romanov pro-occidental en pleine ascension, qui en fait était une administration d'occupation de l'Europe, et les vestiges de cette même ancienne et gigantesque empire de Tartarie. Les Romanov ont gagné, et la première chose qu'ils ont faite fut de réécrire l'histoire. La Tartarie a disparu des cartes, ses villes ont été détruites ou renommées, et ses habitants ont été déclarés rebelles illettrés. C'est alors que la falsification totale a commencé. Les bibliothèques n'ont pas brûlé par hasard. Les archives ont été détruites par wagons entiers. Rappelez-vous l'incendie de Moscou en 1812 ou le grand incendie de Londres. Le feu est le meilleur censeur. Il détruit les preuves plus rapidement que n'importe quel décret. Un autre fait qui fait exploser le cerveau, l'architecture globale. N'avez-vous jamais remarqué que le Capitole à Washington, la cathédrale Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg, le Reichstag à Berlin et le Panthéon à Paris semblent avoir été construits par le même architecte? C'est ce qu'on appelle le style antique. On nous dit que c'est une imitation, mais c'est un mensonge. Il est impossible d'imiter avec une telle précision et une telle perfection technologique sur différents continents sans avoir un centre de commandement unique, Internet et des plans. Ces bâtiments sont l'héritage d'une civilisation mondiale unique. L'Antiquité, ce n'est pas la Rome et la Grèce antique. L'Antiquité, c'est ce monde qui existait avant la catastrophe. C'était un monde global, avec un langage architectural unique, un système énergétique unifié. Ces mêmes colonnes et dômes ne sont pas seulement un décor, mais des dispositifs techniques. Et un réseau de transport unifié. L'Australie, l'Amérique, l'Afrique. Partout nous trouvons les mêmes bâtiments avec des colonnes, des portes gigantesques et de hauts plafonds. Et partout la même histoire. Des colonisateurs en pagne sont arrivés et en 10 ans, ont construit des chefs-d'œuvre de marbre et de granit. À Sydney et Melbourne se dressent des bâtiments grandioses qui, selon la version officielle, ont été construits par des bagnards
juste après leur débarquement. Sérieusement? Des forçats, exilés au bout du monde, se mettent d'abord à ériger des bureaux de poste et des parlements avec des colonnes corinthiennes et des moulures complexes? Non, ils ont simplement occupé des villes désertes. C'est une prise de contrôle mondiale de l'immobilier d'une civilisation disparue. Nous vivons dans un monde qui ne nous appartient pas. Les autorités connaissent la vérité. Elles savent que leur légitimité ne tient qu'à un fil. Si les gens apprennent que tous les États modernes sont en fait des maraudeurs sur les ruines de la Tartarie, la question se posera: qui vous a donné le droit de nous gouverner? C'est pourquoi elles maintiennent le mythe du développement progressif du singe à l'iPhone. Mais la vérité perce. Le sol sous nos pieds est littéralement truffé d'ossements et d'artefacts qui ne cadrent pas avec la théorie de Darwin et la chronologie de Scaliger. Mais le plus effrayant n'est pas dans le passé. Le plus effrayant, c'est que la catastrophe qui a anéanti les géants et la Tartarie n'était pas accidentelle. C'était un nettoyage planifié. Et, à en juger partout, ce processus est cyclique. Parlons de la façon dont la population a changé, d'où sont venus les gens sans mémoire de leurs origines, et pourquoi la boue qui a enseveli les villes a une composition si étrange. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité sur la façon dont nous avons été transformés en biomasse obéissante? Nous en sommes arrivés à la partie la plus sombre et la plus physiquement palpable de notre enquête. Si les faits précédents pouvaient être attribués à des erreurs de copistes de l'histoire ou à des bizarreries de la mode architecturale, la terre sous nos pieds ne sait pas mentir, au sens propre du terme. Sortez dans la rue, prenez une pelle et creusez dans n'importe quel centre historique de n'importe quelle ville du monde. Que ce soit Moscou, Kazan, Prague ou Rome. Que verrez-vous? Vous verrez des mètres d'argile ou de limon homogènes, sans humus, sans traces d'activité humaine, sans déchets. C'est une roche pure et stérile qui a recouvert les premiers étages des bâtiments d'un linceul épais. On nous dit que c'est une couche culturelle. Mais tout archéologue sait qu'une couche culturelle croît à la vitesse d'un centimètre tous les 100 ans et est composée de cendres, d'ossements, de tessons et de matière organique. Or ici nous voyons 3, 4 et parfois 10 mètres d'argile pure qui a enseveli les fenêtres et les portes. Ce phénomène est appelé par les chercheurs alternatifs le déluge de boue ou mud flood. Ce n'est pas seulement une inondation. C'est la conséquence de l'utilisation d'une arme géotectonique ou atmosphérique d'une puissance incroyable. Pensez à une onde de choc qui transforme le sol en liquide, soulève des millions de tonnes de terre dans les airs, puis déverse cette avalanche de boue sur les villes. Les bâtiments ont résisté grâce à leur solidité cyclopéenne, mais ils ont été enterrés vivants. C'est pourquoi les entrées de l'Ermitage ou du musée Polytechnique se trouvent sous le niveau du sol. Ce ne sont pas des sous-sols, ce sont les anciennes entrées principales pour ces mêmes géants. Quant à nous, les habitants actuels, nous avons transformé les fenêtres du 2e étage en portes et nous marchons sur les toits d'un monde enseveli sans même en avoir conscience. Il y a un autre témoin qui se tait, mais son silence est assourdissant. C'est la forêt. Vous êtes-vous déjà promené dans les vieilles forêts russes ou européennes? Regardez attentivement. Vous n'y trouverez pas d'arbres de plus de 150 ou 200 ans. La botanique officielle affirme que les chênes ou les pins peuvent vivre des centaines d'années. Mais alors, pourquoi nos forêts ressemblent-elles à de jeunes pousses? Où sont les géants séculaires à 3 embrassades qui devraient se souvenir du temps d'Ivan le Terrible? Ils n'existent pas. Les photographies de la Sibérie de la fin du 19e siècle montrent une steppe nue. Il n'y avait pas de forêt. Elles ont brûlé. La planète entière a brûlé dans les flammes de cette même catastrophe qui a détruit la Tartarie.
Nous ne voyons qu'une jeune forêt qui a commencé à pousser lorsque l'atmosphère s'est purifiée de la suie et des cendres. Et ici, nous abordons le climat. Les palais avec des fenêtres de 4 mètres et des portes gigantesques ont été conçus pour un autre monde. Pour un monde où il n'y avait pas d'hiver rigoureux. Les plans originaux de nombreux bâtiments anciens ne comportent pas de poêles ni de cheminées. Les cheminées que nous voyons maintenant sont des annexes décoratives qui ne pouvaient pas chauffer de tels volumes. Et les célèbres poêles, comme ceux d'Amos, sont apparus beaucoup plus tard, lorsque les nouveaux propriétaires ont gelé dans les sacs de pierre conquis. Auparavant, le climat était subtropical de l'équateur au cercle polaire. En témoignent les palmiers sur les vieilles gravures de Saint-Pétersbourg et l'absence de vêtements chauds sur les statues antiques. La catastrophe a déplacé les pôles, modifié l'atmosphère et apporté le froid. La Grande Tartarie a gelé. Les mammouths, paissant paisiblement dans les vertes prairies de Sibérie, se sont instantanément transformés en statues de glace avec de l'herbe non digérée dans l'estomac. Ce fut un gel instantané, possible uniquement en cas de dépressurisation de l'atmosphère ou de chute d'un dôme de glace. Et maintenant, le plus effrayant. Qui a peuplé ce monde vide, froid et recouvert de boue? Nous. Mais nous ne sommes pas les descendants directs de ces titans. Nous sommes une autre branche biologique. Regardez la physiologie humaine. Nous avons mal au dos à cause de la bipédie. Nous brûlons au soleil sans vêtements. Nous ne pouvons pas manger de viande crue. Nos dents ne tiennent pas dans notre mâchoire. Nous ressemblons à une espèce artificiellement créée ou à des réfugiés d'une autre planète qui n'ont jamais réussi à s'adapter aux conditions locales. Ceux qui ont organisé la réinitialisation ont nettoyé le territoire des dangereux géants, qui possédaient les connaissances de l'énergie libre et de l'éther. Et ils ont peuplé la planète avec nous, petits, faibles, avec une mémoire courte et une courte durée de vie. C'est pourquoi ces lits courts nous conviennent. Les meubles apportés dans les palais au XVIIIe et XIXe siècle étaient déjà fabriqués selon nos standards. Selon le standard de l'homme de service. On nous a convaincus que nous sommes le summum de la création, ayant parcouru un long chemin d'évolution. Mais en réalité, nous avons simplement été déposés dans des décors tout faits, dotés de technologies primitives, d'une religion de soumission et d'une fausse histoire. Nous sommes nécessaires au système comme des piles, comme une ressource biologique pour l'entretien d'infrastructures intactes que nous ne comprenons même pas. Nous extrayons du minerai, pompons du pétrole, qui est peut-être le sang de la Terre et non le produit de la décomposition des dinosaures, et maintenant le fonctionnement d'une machine gigantesque dont les véritables objectifs nous sont cachés. Souvenez-vous de l'année sans été, 1816. En Europe et en Amérique, il neigeait en juillet. Les oiseaux gelaient en plein vol. Une terrible famine s'est déclarée. Officiellement, on nous parle de l'éruption du volcan Tambora. Mais les symptômes ressemblent davantage à un hiver nucléaire. C'est à cette époque, dans la première moitié du XIXe siècle, qu'a lieu une étrange explosion démographique. La population des villes augmente brusquement. Des centaines de milliers de personnes sans passé, sans généalogie, apparaissent et remplissent massivement les usines et les manufactures. D'où sont-elles venues, si auparavant il y avait famine et froid? C'était le nouveau lot. Le chargement d'une nouvelle version de l'humanité sur le serveur Terre. Nous vivons dans un monde post-apocalyptique. Nous sommes les enfants de l'hiver nucléaire et du déluge de boue. Nos lits courts dans d'immenses palais sont un monument à notre inadaptation à ce monde. Nous occupons une place qui n'est pas la nôtre, et nous le ressentons inconsciemment. D'où cette nostalgie de l'âge d'or, du paradis perdu. Ce n'est pas un mythe, c'est une mémoire génétique que des dieux vivaient ici autrefois, et que maintenant, nous y vivons. Mais qui gère ce processus? Qui appuie sur le bouton « Reset » tous les quelques centaines d'années? Et surtout,
Ne nous approchons-nous pas d'une autre fin? Car les technologies atteignent de nouveau un niveau dangereux et la population devient trop difficile à contrôler.